petite vidéo de Monsieur Popcorn. On va commencer par, je vais commencer par m'excuser pour la rumeur que j'ai postée sur Facebook. Comme quoi que la bande-annonce de Batman v Superman allait sûrement sortir aujourd'hui, le 7 février, vers les 19h. Je suis pas le genre à suivre les rumeurs, à part pour les gros méga trucs du genre, parce que je débranche ça. Parce que j'attends vraiment avec grande hâte cette foutue bande-annonce-là. Puis il y a plusieurs rumeurs de plusieurs sources différentes qui confirmaient qu'il y allait avoir la bande-annonce de Batman v Superman qui serait en ligne ou proche d'être en ligne le 7 février à 19h. Fait que moi, j'ai posté que selon la rumeur, la bande-annonce allait sortir, c'était pas sûr. Puis justement, j'attendais ça pour faire mon vidéo cette semaine parce que la rumeur tourne depuis lundi. Parce que ça fait depuis une semaine que les cinémas ont reçu un package avec un timer dessus. C'est pas une bombe, là. Un package virtuel, un email, un fichier avec un timer dessus qui va être débloqué à telle date prévue de Warner Brothers qui était titulé Batman v Superman. En fin de compte, ce n'était pas la bande-annonce, c'était une annonce comme quoi que la bande-annonce justement allait sortir sur un de leurs films à une date, c'était un petit peu plus loin, ça va être un gros blockbuster de Warner Brothers cet été. Si on regarde selon les chiffres puis tout ce que le monde peut se dire, laisse-moi juste aller voir sur mon site préféré. Et voilà, on va checker ici. Titre de rumeur, je vais pas vous donner mes sources. Là. Je veux pas vraiment de sources. C'est quand même assez facile à savoir. On parle de estimé de 100 millions. Juste m'assurer, on va dire que j'ai les bons chiffres ici. Au pire, je vais speeder la vidéo si ça me prend trop de temps à le trouver. Ça, c'est tout ça. C'est tout ça. J'aurais dû me sortir ça avant. Company credits. Production. Seymour. Ouais, c'est ça. Donc, si on regarde selon les films qui vont sortir puis le kit, la bande-annonce de Batman v Superman devrait être devant le gros blockbuster de l'été pour Warner Brothers, ce qui est Mad Max Fury Road. Donc sûrement, puis lui il sort au mois de mai. Encore une fois, j'ai pas checké mes affaires comme du monde, mais ça c'est plus facile à trouver. Je retourne en arrière encore une fois. Il devrait sortir le 13 mai 2015. C'est le gros blockbuster qui est distribué par Warner Brothers. Fait qu'ils ont tout intérêt à ce que le film fonctionne. Puis il y a quelque chose qui se passe là, dans les dernières années. C'est que pour attirer le plus de gens possible en salle sur des gros blockbusters du genre, il y a des gros nerds comme moi puis une bonne partie de la population qui, si la bande-annonce, mettons, de Batman v Superman va passer devant Mad Max Fury Road, ça va m'inciter à aller voir le film la fin de semaine de la sortie ou la semaine de la sortie, la première semaine du box-office. Ça c'est un gage c'est une garantie d'avoir des revenus parce que le film est estimé à faire 1 milliard de dollars au box-office. Ce qui est quand même beaucoup. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'aille, ça dépend si le film est bon, si le film est pas bon. À date, ça a l'air quand même assez cool comme film, dans le même ton de Mad Max, puis ça va peut-être un petit peu plus loin. Fait que, selon les bandes annonces, là. Fait que ça serait ça le move de ma Warner Brothers, puis je m'excuse d'avoir sorti une fausse information, d'aller avec la rumeur, comme quoi que ça allait sortir aujourd'hui. En fin de compte, non. C'est qu'on apprend la nouvelle de Warner Brothers, tous les cinémas apprennent en même temps que ça va être sur un blockbuster de l'été 2015 que la bande-annonce de Batman v Superman va sortir. Si on regarde les chiffres, comme je vous disais, là, ça va être Mad Max. Donc, allez voir ça en salle, Mad Max le 13. Moi, c'est ça, je vais y aller pour
La grande raison, c'est parce que c'est Mad Max, puis j'adore les films de Mad Max. Mais aussi, si la bande-annonce de Batman v Superman est affichée en avant, ben c'est toujours cool de voir les bandes-annonces sur un grand écran. Ça en jette plein la gueule, puis ça te met tellement dans le mood de tu veux écouter un bon film que ça te met dans un mood super excité. Qui est vraiment nice pour justement ce genre de film-là. Donc, je m'excuse. Hein? On fait toutes des erreurs comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de rien de très précis. Ça va être un petit peu, ça va pas décousu pour n'importe quoi. Mais je vais vous parler de Doctor Who, entre autres. Je vais vous parler... ça, je vais parler de Doctor Who, je vais parler du film Poltergeist qui s'en vient. Je vais vous parler aussi de la série de Stephen Moffat, qui est Sherlock. Donc, tout ça, ça va être un peu relié ensemble, mais pas Poltergeist, là, mais Doctor Who puis Sherlock, c'est un peu relié. Puis je vais vous parler de ça. C'est qu'on commence par Poltergeist. Moi, je suis comme super énervé depuis que la bande-annonce est sortie. Je viens de la poster sur notre site web, notre blog. Allez vous inscrire à Puffcorn sur Facebook. Vous allez voir le post qui est pas très loin. Sinon, allez sur puffcorn.com dans la section blog. Vous allez trouver le post avec la bande-annonce assez facilement, assez rapidement. Tout ça pour dire, la bande-annonce est sortie pour le film Poltergeist. C'est un vieux film, ceux qui sont, mettons, de mon âge, d'une trentaine d'années, là. Vous allez vous rappeler avoir écouté ça quand vous étiez plus jeune, puis avoir eu la chienne d'écouter la télé, puis la chienne d'aller dans ta chambre le soir, puis la chienne du garde-robe, puis la chienne de la maison, puis la chienne de tout. C'est un film qui était vraiment assez intense. Ça en suivait un deuxième qui était aussi intense, puis ça c'était vraiment le fun, qui était quoi que somme toute différent, mais encore plus freaky que le premier. Mais tout ça pour dire que Poltergeist, on est dans la décennie, là, on est dans toute la gamique du remake puis du reboot, là. Puis encore une fois, on est dans un reboot. Encore une fois, c'est un peu décevant, mais il y a quelque chose qui est intéressant avec les reboots. Moi, je suis pas contre. Je suis pas pour non plus. Mais ça me dérange pas de voir un reboot. Je suis juste tanné qu'on prenne le matériel original puis qu'on en refasse un nouveau. Si vous êtes pour faire un reboot, allez ailleurs avec l'histoire. Puis c'est ça qui me tame un peu ses nerfs. Tu sais, je parle de Robocop. Vous avez fait la même affaire. Vous avez parlé des mêmes choses. C'est un petit peu fatigant. Oui, sur un nouveau jour, puis la nouvelle actualité. On parle encore de la même affaire. Les Tortues Ninja, encore une fois, on parle de la même affaire. C'est des Tortues Ninja, mais quoi qu'ils sont allés dans une direction complètement différente. Mais ils sont pétés à la gueule avec ça, là. Même si ça a fait un gros bomb au blockbuster, le film est mauvais, selon moi. Le film est quand même le fun, mais c'est pas un bon film de Tortues Ninja. Je vois mal continuer l'histoire avec ça, à moins qu'il y ait vraiment dans une place weird. C'est peut-être pas un super bon exemple en même temps, là, mais mettons Transformers, vous auriez, Michael Bay a fait Transformers, il aurait pu faire n'importe quel autre film de gros robots au lieu de faire le 2, le 3 puis le 4. Puis ça aurait été super génial. Paquet de films qu'on va rebooter ces temps-ci, ils vont refaire Ghostbusters. Si vous allez ailleurs avec l'idée originale, c'est correct. Vous reprenez le concept original, vous allez ailleurs, ça c'est super cool. Si vous refaites le même film, puis c'est carrément un reboot, genre Terminator, ça c'est la meilleure. Le Genesis s'en vient, puis ils veulent juste recommencer le truc, là, puis c'est encore le même truc, puis c'est vraiment décevant. Là. Ça c'est le meilleur exemple que je pourrais avoir sous la main. Donc, ça ne me dérange pas de faire des reboots si justement vous allez ailleurs avec l'histoire, vous racontez d'autres choses. Si, aussi une bonne raison de le faire, c'est que si les effets spéciaux dans le temps limitaient le monde dans lequel le film se passait. Tu sais, je parle peut-être... mettons Poltergeist, justement. Ça me dérange pas de voir un reboot parce que les effets spéciaux étaient crappy dans le temps. Mais... avec la bande-annonce qu'on vient de voir, c'est comme... Ils vont vraiment utiliser les effets spéciaux à fond la caisse, puis là, vraiment, la tournure... C'est la même épouvante, mais en un petit peu plus pire, justement, parce que les effets spéciaux sont ça à coche maintenant. Puis c'est des bons effets spéciaux. Dans le temps, c'était bien fait pour ce que c'était dans le temps, mais c'était très mal fait. On se le cachera pas, le film est tellement mal vieilli. Tu regardes ça, puis c'est quasiment risible. Là. Mais avec les effets spéciaux actuels, ça va être débile. Il y a aussi plusieurs choses qui font en sorte que le film est attrayant. C'est Sam Rockwell qui va jouer dedans, qui fait le père.
C'est un acteur merveilleux. Moi, j'ai tombé en amour avec quand il a fait Moon. Puis justement, s'il joue le père de famille apeuré, semi en contrôle de la situation. Il est en contrôle de la situation, mais pas en contrôle de lui-même, comme un peu dans l'original, là. Ça va vraiment aller à des belles places. J'espère qu'ils vont faire un reboot. Juste en fin de compte, faire un peu le même style d'histoire, là, mais pas raconter exactement la même affaire. Là. Mais justement, ils vont faire un reboot, garder la même ligne d'épouvante. Parce que c'était merveilleux. Puis c'était juste épeurant à souhait. Là. C'était parfait comme ça. Fait que j'espère qu'ils vont pas justement faire un reboot, essayer de tout changer, parce que c'est quand même une formule gagnante. Tu sais, si mettons on parle des Tortues Ninja, je vais revenir à ça. Dans le temps, les films ont été super bons, puis les effets spéciaux étaient dégueulasses. Ils auraient dû refaire les mêmes genres de films avec les meilleurs effets spéciaux. Là, ça aurait vraiment, selon moi, attiré une grande audience. Là, ils ont changé la formule, puis ils ont changé les effets spéciaux, puis c'est vraiment n'importe quoi. Fait qu'il faut qu'ils aillent dans une direction complètement différente là, pour vraiment se dissocier des premiers films de Tortues Ninja, là, puis vraiment comme dire, bon, mais c'est même pas la même affaire, on parle pas des mêmes personnages. Là. Mais malheureusement, c'est ça qui arrive quand tu travailles avec du matériel qui était déjà créé. Souvent, tu tombes dans une gamique de... Faut que, si tu t'en vas ailleurs, faut que tu te dissocies du matériel original. Puis si tu refais la même chose, mais avec des meilleurs effets spéciaux, faut vraiment que tu retrouves le même ton, puis le même beat, les mêmes circonstances, le même univers. Faut qu'ils se tiennent encore dans la même logistique. Donc Poltergeist a l'air d'être assez sacoche. Puis juste la bande-annonce m'a foutu la chienne. C'est vraiment écœurant. Puis il y a encore des rappels au vieux film de Poltergeist, comme la petite fille qui se met les mains dans la télé. Là. Mais là, à cette heure, on voit que c'est une grosse flat screen. On est dans un petit écran 4.3. Là. Fait que c'est quand même assez nice de ce côté-là. Puis il y a plein de petits rappels, justement, à l'ancien Poltergeist. Puis je trippe bien fort. Je vais traîner Mademoiselle Popcorn pour aller voir ce film-là. Mais ça risque d'être assez quelque chose. Là. Moi, je l'anticipe avec... beaucoup d'attentes. Il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui sont sortis dans les dernières années que je suis comme oh yeah! Il y en a quelques-uns par contre. Là, je veux pas dire que les films d'horreur sont épuisés. Là. Début 2000, fin 90, début 2000, les films d'horreur c'était rendu des jokes. C'était I Know What You Did Last Summer, Scream, un paquet de films d'horreur très poches. Puis là, on revoit dans les dernières années avec Insidious, qui est insidieux, le 1 et le 2, le 3 est en production en ce moment, qui est super bon, c'est les meilleurs films d'horreur des dernières années. On a vu The Descent, super bon film d'horreur, quoique c'est comme semi-risible, là, mais je veux dire, moi j'ai trouvé quand même super bon. Il y en a quelques-uns qui ont beaucoup d'allure. On a passé, tu sais, comme... Il y avait les films d'ado, là, justement, fin 90, début 2000, puis après ça, on a passé par comme une transition de caméra, témoin, là, vraiment poche, que c'était même pas épeurant, c'était juste comme, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, comme à l'activité paranormale ou à la Blair Witch Project, il y en a eu des millions des de même, là. Il y en a quelques-uns qui étaient bons, mais il y en a tellement eu de la merde, là, que je suis vraiment content qu'on passe ailleurs puis qu'on retourne au vieux style de l'horreur. Avec Insidieux, la grosse musique dramatique, le violon, puis l'épouvante sans nécessairement que ça a besoin d'être gore ou que ça a besoin d'être un gros monstre en effets spéciaux. Non, juste quelqu'un, un démon qui se tire dans le coin de la pièce, c'est assez peurant. T'as pas besoin de vraiment plus grand chose que d'y aller avec la trame sonore par-dessus ça. La trame sonore d'un film d'horreur, c'est comme. Ça te fait 50% du film. Là. Carrément. Là. Genre. Si t'as pas une bonne trame sonore, t'auras juste pas un bon film. Là. C'est 50% de ton film. Un film d'horreur, là, c'est la trame sonore. À ne jamais oublier. C'est ça qui installe le mood, c'est ça qui installe. Tu sais, dans le cinéma où t'es assis chez vous, t'as quasiment peur de faire du bruit quand il y a un gros silence. Justement, parce que t'es comme, c'est quoi qui va arriver? Puis soudainement, t'as comme un jeu de violon qui te tape ça dans le tapis, puis ça te fait sursauter, mais c'est justement, ça t'installe dans le mood. Visuellement, ça l'appuie fortement ce qui est à l'écran. Mais si tu mets pas de son, si tu mets pas une bonne trame sonore par-dessus, ça sert absolument à rien de faire un film d'horreur. Moi, j'ai toujours dit que les films d'horreur, c'est une mélodie, c'est un beat. C'est
comme un cœur qui bat, là. T'as besoin de toujours être sa coche avec le timing. Puis t'as besoin de la bonne musique au bon moment, avec les bons éléments, appuyés visuellement avec des affaires. On n'a pas besoin, comme je dis, d'être des gros CGI, mais des affaires un peu tordues, qu'on s'attend pas. Puis là, on y va de quoi d'assez fort. Poltergeist a l'air dans la même lignée. Tu sais, il y avait Insidieux, il y en a un autre aussi qui était bon les dernières années, je me rappelle plus de son nom. Je pense que c'est Pat Wilson qui jouait là-dedans. C'est moi. C'est Patrick Wilson, je pense que. C'est lui qui a joué dans. Ouais, c'est ça, c'est Patrick Wilson qui jouait là-dedans. Il a joué dans. Non, lui, il joue dans Insidieux. Là, c'est La Conjuration. Il joue aussi dans La Conjuration, c'est dommage drôle. C'est lui qui joue dans La Conjuration? Ben oui, toi. Il joue dans tous les films d'horreur récents, c'est bon ça. Mais oui, La Conjuration, c'est un très bon film aussi. Ils ont fait le deuxième, qui en fait compte un prequel qui s'appelle Annabelle. Je l'ai pas écouté. Je l'ai en main. J'ai toujours pas écouté. On dirait que j'ai de la misère. La Conjuration, c'est un bon film, mais c'est un bon film fini. Il y avait rien d'autre à dire, me semble. Puis là, on nous donne un prequel, puis là, ils veulent faire un deuxième. Me semble que c'était correct, La Conjuration. Passer à autre chose. Là. Insidieux, oui, je voyais d'autres choses après, mais La Conjuration, c'était comme, ok, c'était bon, c'est fini. L'histoire est racontée. Là. Faire un deuxième, je sais pas s'ils vont faire avec ça, mais en attendant, ils voulaient justement garder le hype going. Fait qu'ils ont fait un prequel qui était quand même assez peu coûteux, qui s'appelle Annabelle, qui est l'histoire de la petite poupée. J'ai l'impression que je m'en calais. Je suis pas. J'ai pas le goût de regarder le film, je vais le regarder. S'il m'intéresse, je vais le regarder au complet. S'il m'intéresse pas, je vais arrêter. Mais ça a l'air, somme toute, juste d'un film bien normal. Là. J'imagine qu'il est bon parce qu'il est dans le même ton que La Conjuration, puis tout ça. Puis j'espère que c'est très différent. Mais ça m'attire pas plus que ça. Insidieux, c'est le monde au complet, puis la mythologie. Puis en même temps, il y a une touche d'humour, puis c'est le fun. Dans La Conjuration, c'était très sérieux, c'était très épeurant, mais je pense pas qu'on a besoin d'en faire un deuxième ou un prequel. Je pense pas que c'était nécessaire. Puis ça a pas eu un gros succès non plus, le Annabelle, là, fait que c'est assez engagé. Donc, Poltergeist, ça a l'air vraiment débile. Je déblatère là-dessus depuis 5 minutes, mais c'est souvent ça mes vidéos. Je prends un sujet, je me mets à jaser, puis j'arrête plus. C'est justement ça le problème dans les geek shows, je suis plus capable d'arrêter. Donc, je fais des vidéos solo une fois par semaine, justement, pour arrêter ça. Donc, je voulais vous parler de Doctor Who, puis le déclin de Doctor Who. Puis, c'est quelque chose qui fait un peu peur, mais en fin de compte, qui est super bon. Pour plusieurs raisons. En 2005, la série Doctor Who a recommencé avec Stephen Moffat, qui est un écrivain de la série, c'est aussi le showrunner, c'est lui qui décidait un peu de la structure globale de la série, on s'en va où. C'est lui qui renait le show, c'était un des producteurs, puis tout le monde se fiait sur lui, même s'il est juste crédité producteur ou écrivain, tout le monde se fiait sur lui pour amener la série à bon port. On part du point A, on veut se rendre au point B, ce qui est le succès, on veut passer par juste du succès, c'est Stephen Moffat qui s'occupait de ça. Puis il a fait la série 5, qui est en 2005. Il a fait la 6, la 7, la 8. Là, on est dans la 8, la série 8. Ce qui est en fin de compte, à chaque nouveau docteur, c'est une nouvelle série. Puis c'est en 2005 que ça a commencé, je pense que oui. Doctor Who Series. Je me trompe pas, c'est ça, ça a recommencé en 2005. Oui, ça a recommencé en mars 2005. Puis là, on est rendu 10 ans plus tard. On a passé par... je me rappelle pas c'est quoi le nom du premier, là, j'oublie tout le temps son nom à lui. Christopher Ecclestone, c'était le premier docteur. On a fait une saison avec lui. Après ça, on a fait David Tennant, qui était le 10e docteur. On a fait 3 saisons avec lui. Puis on est rendu à 2006, 2007, 2008, 2009. Après ça, on a eu Matt Smith. Puis je pense qu'on a fait... On a fait quasiment 5 ans avec lui, là. Parce que lui, ça a été long, là. Je pense qu'on a fait 4 ou 5 saisons avec lui. Ça a été une grosse affaire. Matt Smith, ça a été vraiment genre le point culminant du docteur. Puis c'est à ce point-là, je pense que c'était en 2013
quand il planifiait ça, en 2013, quand Steven Moffat planifiait la dernière série, la dernière saison, excusez, de la série avec Matt Smith comme le docteur, le 11e docteur. Steven Moffat a commencé à écrire la série télé Sherlock. Puis là, on voit vraiment on voit la touche de Steven Moffat dans Sherlock, mais je vais y revenir plus tard. Fait que Steven Moffat commence à écrire ça, fait qu'il perd un peu d'intérêt à Doctor Who. C'est un grand fan de Doctor Who, puis il écrirait ça toute sa vie, puis il continue à écrire pour le show, puis à produire le show de Doctor Who, mais à moins grande envergure. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, c'est devenu un autre, je me rappelle même pas de son nom, je pense que c'est une damoiselle en plus, c'est une femme, qui a pris les contrôles, qui a pris un peu la place de Steven Moffat, puis la place décisionnelle de la série Doctor Who. Mais Steven Moffat est encore dans le décor, là, mais il prend moins les décisions, c'est plus lui le leader, c'est plus lui qui tient les rênes. Fait que là, le show s'en va dans une direction un peu plus sombre avec le nouveau docteur qui est Peter Capaldi. Puis Steven Moffat encore a appuyé toutes les décisions. Peter Capaldi, c'est une décision à lui aussi, je veux dire, il l'a appuyé à fond la caisse, puis tout ça va bien. Fait que là, il sort la série Sherlock, il a du succès là-dessus. Il travaille un peu plus sur Sherlock que sur Doctor Who maintenant. Puis, là, Doctor Who avec Peter Capaldi, la première saison c'est terminé. Moi, j'ai pas encore fini de l'écouter au complet, mais je regarde continuellement les codes d'écoute, les ratings. Parce que ça, c'est très important. Pour la raison que si les codes d'écoute sont bons, mais moins bons qu'auparavant, ça te donne une indication que ton show est en train de planter. Je veux dire, c'est une courbe, ça descend, c'est assez normal. Normalement, les codes d'écoute de Doctor Who se tenaient entre 6 et 8 millions à chaque diffusion. À chaque épisode, il y avait entre 6 et 8 millions qui écoutaient régulièrement Doctor Who dans une semaine. Ce qui veut dire... Parce que ça, les ratings, c'est juste... En tout cas, ceux que j'ai accès, là, les ratings, c'est juste une semaine. Ce qui veut dire que c'est le show sort, puis toutes les rediffusions en dedans d'une semaine, ça compte pour le ratings du show. C'est pas juste la première date de sortie, c'est pour une semaine complète. Les diffusions par la suite, les rediffusions la semaine d'après, puis les choses comme ça ne compte plus dans les chiffres. Même si vous la voyez à la télé, vous dites « Ah, ça joue encore, fait que c'est encore bon. » Non. Ça, c'est juste parce qu'ils ont les droits de distribution, puis ils veulent remplir leurs cases horaires, puis ils veulent vous garder dans la série pour que vous continuez à écouter la série, puis vous continuez à écouter ce poste-là. C'est juste une question de télévision. Mais les ratings, pour donner le ton au show, c'est la première semaine. Fait que Doctor Who se tient entre 6 et 8 millions en Angleterre. En Amérique, ça ne compte pas, malheureusement, dans les ratings, mais ça compte quand même au final. Mais le show est à peu près 4 fois plus populaire en Angleterre, en Grande-Bretagne, qu'en Amérique. Donc, les ratings américains valent pas vraiment la peine. C'est un gros marché d'à peu près 2 millions de ce que je me rappelle là, d'écouteurs, là, de codes d'écoute. Là. Mais ils font pas vraiment leur argent. Ben, ils font beaucoup d'argent avec ça. Ils font plus d'argent avec ça. Mais ils se basent seulement sur la Grande-Bretagne pour vraiment écouter leurs chiffres. Fait que c'était entre 6 et 8. Là, la nouvelle saison avec Peter Capaldi vient de baisser. Elle se tient entre le 4 puis le 6. Fait que tu sais, une drop de 1 à 2 millions, tu peux encore garder la même tangente. C'est peut-être juste quelques problèmes en écriture. Ou le fait que Steven Moffat ait changé, soit moins présent, c'est peut-être son ton est peut-être moins ajusté. Peu importe, il peut y avoir des millions de raisons pour ça. Mais tu sais, une drop de 1 ou 2 millions, c'est grave, c'est assez important, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Là. Fait que, si t'es entre 6 et 8, puis tu baisses, mettons, entre 6 et 7 ou 5 et 7, c'est pas si pire. T'es encore dans ton game. Là. Mais entre 4 et 6, ça commence à faire mal. C'est graduellement aussi que ça a descendu, mais graduellement, dans 3 à 4 épisodes, là, si je me rappelle bien, là, je pense que le 4e épisode a fait 4,5 millions de ratings, ce qui est vraiment poche. Là. Fait qu'en dedans de 3, mettons 4 épisodes, là, les ratings ont descendu à ce point-là. Pour des raisons assez simples, c'est pas la direction du show qui est énervante, c'est pas Steven Moffat,
Puis là, vous allez trouver ça niaiseux. Mais c'est parce que la plupart des gens ont de la misère à comprendre Peter Capaldi quand il parle puis quand il jase. Tu sais, le docteur parle très vite, un peu comme moi en ce moment. Puis les gens ont de la misère à comprendre Peter Capaldi. C'est un gars qui vient justement, c'est un gars qui vient du nord, là, de la Grande-Bretagne. Il a un accent quand même assez prononcé. Puis c'est un petit peu plus difficile à le comprendre, ça je l'avoue. Puis c'est pour ça que les ratings drop de ce que tout le monde dit. C'est un docteur qui est plus vieux, donc moins sexe, moins attrayant pour les jeunes femmes. Fait que déjà là, il y a une perte de l'écoute. À chaque fois que tu changes un docteur, tout le monde qui est en amour avec Matt Smith, toutes les petites filles qui sont en amour avec Matt Smith, détestent Peter Capaldi parce que c'est pas un jeune qui est sexe, puis qui est beau, puis que j'aimerais ça sortir avec. C'est un vieux bonhomme. Fait que déjà là, tu perds un certain pourcentage. Puis là, je dis, ça peut rentrer dans le 1 à 2 millions. Mais là, du fait aussi qu'il est difficile à comprendre, il y a beaucoup de monde qui décroche à cause de ça. Le fait que le show s'est en allé vers une direction un petit peu plus sombre, tu perds encore un petit peu de monde avec ça. Fait que là, tu es en train de perdre pas mal de gens. Mais en même temps, le show pouvait pas continuer dans la même direction qu'il avait commencé avec David Tennant, puis qu'on continuait avec Matt Smith, qui est des docteurs jeunes, attrayants, séducteurs, intelligents, puis super upbeat, super un peu justement résolution de problèmes, puis ils sont toujours à courir à droite par à gauche, puis ils sont toujours de bonne humeur. Le show ne va pas continuer comme ça parce qu'il commençait à avoir une certaine fatigue de ce genre de leader-là dans le show. On avait pas mal exploré tout ce qu'on pouvait explorer avec Matt Smith. On est allé au plus loin de la chose. Il n'y avait plus de place, en fait. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi qu'on ne juste pas continuer dans la même tangente puis avoir un autre docteur jeune encore? Un peu dans le même style de Matt Smith ou David Tennant. C'est parce que il n'y avait plus rien à dire pour un docteur comme ça. Tu sais, c'est bien beau vouloir la continuer dans la même tangente, mais s'il n'y a plus rien à dire, ça sert à rien d'en faire d'autres. Il n'y a plus d'inspiration. Tout, tu sais, je veux dire, ils ont exploré le temps, ils ont exploré le voyage dans le temps, en même temps, c'est un Time Lord, ça fait du sens. Ils ont exploré la Renaissance, le médiéval. Ils ont exploré la science-fiction, ils ont exploré la royauté, ils ont toutes fait les espèces de branches d'histoire possibles. Donc, il n'y avait pas vraiment d'autres places où aller, fait qu'il fallait changer de direction. Fait que là, ils ont décidé d'aller avec Peter Capaldi, plus sombre, un docteur plus hargneux, qui en veut un peu à l'humanité. Au lieu de trouver l'humanité belle, il la comprend pas, puis il est un petit peu en crise tout le temps. Des épisodes que j'ai vus, puis des critiques aussi qu'on reçoit. Fait que c'est un show qui est moins attrayant pour un gros public. Ils pensaient bien faire, mais je veux dire, ils sont trompés en quelque part. Il y a quand même beaucoup de fans qui continuent à l'écouter, dont moi. Justement, je veux finir la série parce que je l'adore. Peter Capaldi, moi je le trouve super bon. Fait que c'est ça, il y a un paquet de petits affaires de même qui font que le show est en train d'ingregoler. Fait que là, selon ce qu'ils disent, ils vont peut-être faire une deuxième saison avec Peter Capaldi. Ils sont pas sûrs d'essayer de redresser le tir. Puis de faire une transition vers un docteur, une femme docteur à vrai dire, c'est ça qu'ils veulent rentrer. En même temps, la showrunner maintenant c'est une femme, donc c'est pas super étonnant qu'elle est dans cette direction-là. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce qu'on n'a jamais eu une femme docteur. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Depuis que la série renaît en 2005, qu'ils parlent de mettre une femme docteur. On a vu que tous les compagnons à date, ça a été des femmes. Là, on voit que c'est des femmes kick-ass. Puis c'est des femmes qui ont, depuis Amy Pond, là, même avant ça, depuis Bad Wolf, là. Parce que je me rappelle plus c'est quoi son nom, là. Mais on a vu des femmes kick-ass leaders qui étaient capables de puncher puis de prendre leur place dans ce show-là. Puis une femme docteur, ça serait pas inimaginable. Même que ça serait super attrayant. Si en même temps vous prenez une jeune femme attirante, mais qui est super intelligente puis qui donne pas sa place. Je veux dire, elle essaye pas d'être une séductrice, qu'elle essaye d'être comme était David Tennant puis comme était Matt Smith, qui est une femme fonceuse, intelligente,
qui en fin de compte, qui essaie pas de charmer par son apparence physique, qui essaie de charmer par son intelligence, là, puis sa cervelle. Si vous allez dans cette direction-là, il y a toute une autre facette à explorer, ce qui est justement le monde sur un différent point de vue, le point de vue de la femme. Puis là, vous allez chercher toute la fandom, justement, des petites filles de 12 ans qui sont comme là, je veux être comme elle. Vous allez rechercher quelqu'un qui a une diction claire. Fait que vous allez rechercher ce monde-là. Puis là, tous les gars vont vouloir écouter le show parce que la fille va être hot. Donc, vous allez les ratings devraient remonter s'ils font ce move-là. En même temps, c'est le but. Puis je trouve qu'ils pourraient quand même garder le show assez sombre aussi. Parce que moi, je verrais ça un peu, tu sais, si on se base, mettons, des séries avec des femmes leaders, il y en a quand même eu quelques-unes, là, même si tout le monde est quand même pas assez de femmes fortes à la télé. Non, ça, c'est à la télé québécoise. Il y a eu Buffy, il y a eu Xena, il y a eu un paquet de shows où c'était les femmes qui leadaient. Unité 9, c'est toutes des femmes, là. Donc, ça serait quand même assez le fun d'avoir justement un point de vue assez différent. Le show peut rester sombre. On n'a pas besoin d'aller dans justement le gros upbeat, puis le gros vivant, puis on aime la vie, puis tout le kit. Ça peut rester dans le en tabarnak contre l'humanité. Puis ça peut rester super intéressant. Mais faut pas aller trop loin non plus là-dedans. Faut garder dans le règne du Doctor Who. Mais je pense que ils savent très bien ce qu'ils font avec ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir une femme docteur. S'il vous plaît, faites-le. Ça serait vraiment génial. Puis, avec tout ça, Steven Moffat qui a recréé la série Doctor Who, puis qui dit qu'il le renaît. À partir de la série Sherlock en 2013, avec Benedict Cumberbatch, Cumberbatch, une batch de concombre, puis Martin Freeman qui joue Watson. Puis là, tout de suite en partant, je vais vous dire, Watson, c'est mon personnage préféré dans Sherlock Holmes. De tous les Sherlock Holmes, j'ai toujours voulu être Watson. J'ai toujours voulu être avec un gars surintelligent qui me surprend à tous les coups, mais qui m'envoie chier en même temps, puis qu'il y a un petit débat, justement. J'ai toujours voulu avoir une camaraderie de même avec quelqu'un. J'adore le personnage de Watson. Je trouve que c'est l'homme le plus merveilleux au monde. C'est un ancien vétéran de la guerre qui vit, puis c'est un homme d'action, c'est un homme qui a toujours voulu foncer, c'est un homme qui a toujours voulu bûcher, puis être, tu sais, se sentir vivant, puis il retrouve ce thrill de l'action-là avec les enquêtes de Sherlock Holmes. Puis c'est un homme justement qui arrive de la guerre, c'est un médecin de guerre, puis qui arrive, puis qui... Son problème à Watson, c'est qu'il fait face à la vie réelle, puis c'est ça le gros problème. Tu sais, Sherlock Holmes, lui, il fait pas face à la vie réelle, il est dans son univers semi-parallèle où ce que les gens existent à peu près. Les gens sont là pour lui donner des indices, puis bouger les trucs. Mais lui, il voit tout en fait d'objets, puis il décortique tout. Mais Watson est vraiment là. Watson, son univers, c'est la guerre, puis c'est le danger, puis c'est l'intrigue, puis c'est le suspense. Puis il revient à la vie normale, puis il se bute à la routine, puis ce qui est un petit peu ennuyeux, puis c'est un problème pour tout le monde, là. Je suis pas en train de dire que je suis de même, là. Mais puis je trouve ça vraiment beau de voir un homme qui peut justement s'accomplir dans... C'est prendre une place secondaire, mais s'accomplir grandement quand même dans cet univers-là. J'adore Sherlock aussi, là, je trouve ça super merveilleux, mais je trouve que c'est une personne qui est comme un petit peu irréaliste. Là. Watson, je l'adore parce que justement c'est une personne qui est relatable. On peut s'identifier facilement à Watson. Sherlock, si tu t'identifies à Sherlock, là, tu te prends peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà mon amour de Watson. Puis la série Sherlock de Steven Moffat, on voit vraiment son ton à lui, on voit vraiment son espèce, son écriture, là. C'est un gars qui est très dans les personnages un peu wild, qui déblatère rapidement, puis il est très dans l'énigme, puis on va placer des petits morceaux, puis plus tard, à la fin de l'émission, on va revenir rechercher ces pièces-là, puis tu vas voir le puzzle va se compléter en dedans d'une seconde, mais on va ramasser des petits morceaux un petit peu partout. Puis c'est vraiment un style d'écriture que j'adore, puis que je trouve super intéressant parce que ça nous captive du début à la fin. Puis la fin est toujours rentable. On reste pas sur notre fin. Ce que je veux dire par là, c'est que
si vous finissez d'écouter un épisode, les 5 dernières minutes, ça va répondre à toutes vos questions, puis ça va vous donner le gros punch, et vous allez faire « Ah, c'est bon, c'est pour ça qu'au début... » Fait que même si le show est super lent, quand même, puis que le show vous donne... Les personnages parlent beaucoup, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui se donnent, mais on n'en comprend pas la moitié. Parce que justement, puis à la fin, dans les 5 dernières minutes, on comprend l'information. Le payoff à la fin est fort, parce que justement, les 5 dernières minutes, puis c'est là qu'on en a pour notre argent, parce que le show est lent. T'arrives aux 5 dernières minutes, puis t'es comme, oh Chris, ok, là, tout débloque, puis le puzzle se met en place, puis wow, ok, Chris, c'est ça, puis c'est ça qui est arrivé, puis c'est pour ça. Fait que tu finis d'écouter l'épisode, puis ça a fini, c'est bon. Les 5 dernières minutes, dans ce genre de show-là, faut que les 5 dernières minutes soient fortes. Parce que tu finis l'épisode, puis oublie ça, le 1 heure qu'ils ont jasé durant le show, qui était un peu lent, c'est pas grave, c'est... T'en as eu pour ton argent en fin de compte. Tu finis d'écouter le show, pis t'es super content parce que tout a fité dans ton puzzle, pis t'es vraiment heureux. Fait que c'est un super bon show pour ça. Puis ça se passe dans le monde actuel, en Grande-Bretagne. Un peu un monde de la royauté. Un monde un peu hautain, on se le cachera pas. Mais c'est quand même un monde qui est très réaliste, puis qu'on adore, puis c'est ancré vraiment dans la réalité quand même. Fait que je trouve ça super intéressant. Superbe show, je continue à les écouter avec ma copine aussi qui est tombée en amour avec la série. On va dire c'est elle qui m'a un peu forcé à l'écouter. Ben pas forcé, mais elle l'écoutait, puis je l'écoutais avec elle, puis là j'ai tout écouté après. Je suis pas rendu très loin dans la série, je pense que j'ai écouté 4-5 épisodes là. C'est quand même des saisons de comme 3 épisodes là, fait que c'est pas la grosse affaire non plus. Mais c'est 10 épisodes de 2 heures, donc c'est comme écouter un film à chaque fois là. C'est comme écouter une trilogie de films à chaque saison. Mais ça se passe très bien. C'est pas très compliqué. C'est pas très lourd d'informations comme certains shows de Doctor Who l'ont été. Où que si tu suivais pas chaque minute profondément, t'étais perdu. Non, là tu peux écouter ton show. Puis. Tu sais, c'est un show qui est cérébral, mais c'est pas trop cérébral, tu sais. Fait que t'as pas besoin d'être scotché à l'écran. Puis de tout comprendre tout de suite, puis de tout écouter chaque mot puis chaque phrase qui se dit, sinon t'es perdu. Non, c'est pas si intense que ça. C'est une super bonne série, je vous la conseille fortement. Fait que Steven Moffat est rendu là à faire la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch puis Martin Freeman. Puis, malheureusement, je sais pas combien de temps que la série va encore durer. Là, en ce moment, on s'en va sur la 4e saison. Qui a été annoncé, mais je pense que je sais pas s'ils ont fini de tourner. Là, je parlais aux nouvelles, je pas pêché les nouvelles encore. Je viens de découvrir la série, ça fait pas longtemps. Mais je sais pas combien de temps que le show va durer. Puis déjà, Steven Moffat parle de passer peut-être à d'autres projets parce que c'est extrêmement compliqué avec 2 grands acteurs comme Benedict Cumberbatch. Je sais pas si je dis son nom comme du monde en passant, mais vraiment n'importe quoi son nom. Puis Martin Freeman. C'est des acteurs qui font des films, puis c'est des acteurs hollywoodiens, puis des acteurs de grande renommée mondiale. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de toujours faire une série. Puis après, justement, 3-4 saisons, tu veux moins prendre le temps pour quelque chose que ça fait un petit bout de temps que tu fais. Un peu comme La Petite Vie à m'amener, celui qui écrivait, puis qui faisait toute la Petite Vie. Il s'éloignait de ça parce qu'il commençait à se lasser. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, puis là, il continuait pour les autres, mais c'est la même affaire. Steven Moffat, son discours, c'est qu'avec Doctor Who, il a dit tout ce qu'il avait à dire, puis il a fait tout ce qu'il voulait raconter. Il a écrit tout ce qu'il voulait raconter, puis il a fait tout ce qu'il voulait faire avec Doctor Who, qui continue d'être dans la série, mais que c'est plus lui le lead, parce que... Pas parce qu'il manque d'idées, mais parce que... Il a accompli ce qu'il avait à accomplir dans ce projet-là. Puis là, il est avec Sherlock, puis après 3 saisons, il commence à avoir le discours de... Il a accompli ce qu'il avait à accomplir avec Sherlock. Fait qu'il va essayer de passer à d'autres choses. Je sais pas à quoi il va passer, mais peu importe, suivez Steven Moffat. Il a vraiment une grande carrière, il a vraiment écrit des grands trucs, fait des grandes séries télé. C'est un homme merveilleux. Tout ce qui touche, ça devient de l'art, là, c'est vraiment génial. Donc, allez suivre Steven Moffat.
attachez-vous à Sherlock, allez voir ça, cette série-là, mais tombez pas en amour non plus par-dessus la tête avec la série, parce que justement dans les, mettons, 4-5 saisons, là, la série va peut-être changer. Peut-être les acteurs vont changer, ou la formule va changer, ou elle va se terminer en entier. Il n'y aura pas 10 saisons de ça, ça je peux vous le garantir. Donc, allez voir ce show-là, prenez-en pour ce que ça vaut. C'est vraiment génial, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Mais pétez pas votre coche si ça continue pas au-delà de 4 ou 5 saisons. C'est vraiment pas grave. Les shows se doivent de mourir à un moment donné, sinon ça s'en va un peu nulle part. Ce qui est le problème de Doctor Who en ce moment. Il essaie d'aller dans une autre direction, puis en ce moment ça n'a pas trop marché. Ça marche encore. Mais si tu as 3 millions de codes d'écoute de moins qu'auparavant, disons que ton show est moins fort. Puis si tu prends pas une bonne décision puis un changement de direction, ton show risque de mourir. Parce que une drop pour les réseaux, c'est comme dire que ton show fait plus d'argent. Faut toujours que tu sois plus rentable que les saisons précédentes. Chose que des séries américaines font super bien, comme The Walking Dead, ça paraît pas, mais les codes d'écoute sont toujours de plus en plus fortes. Game of Thrones, les codes d'écoute sont toujours de plus en plus fortes. C'est des shows qui peuvent durer longtemps. Malheureusement, je pense qu'ils sont en train d'épuiser le cheval là, avec Hollywood. Hollywood est en train de s'épuiser. Il y a un truc qui commence à apparaître, puis ça, je vais vous en parler dans un geek show de Popcorn. Justement, on va l'enregistrer ce dimanche-ci. C'est la fatigue à Hollywood. La fatigue, le blockbuster fatigue, la fatigue des blockbusters, mais la fatigue aussi à la télévision, puis la fatigue... c'est une fatigue hollywoodienne, c'est une fatigue américaine en fin de compte, mais ça vient tout d'Hollywood. C'est épuiser le cheval jusqu'à temps qu'il soit vraiment plus rentable. Puis ça brûle l'auditoire, puis ça brûle la créativité, puis ça brûle l'originalité du milieu. Je vais vous en parler dans un geek show, je vais peut-être en parler la semaine prochaine, parce que j'ai comme l'impression que 10-15 minutes pour un geek show, je n'aurai pas assez pour dire tout ce que j'ai à dire. Je vais sûrement citer quelques séries, là, mais la semaine prochaine, je vais peut-être faire une vidéo juste là-dessus. Je sais pas encore. Peut-être faire une vidéo sur d'autres choses. Mais j'ai pas mal l'intention de vous parler de ça là, dans les Geek Show, au Geek Show dans les prochaines semaines, ou peut-être la semaine prochaine dans mon vidéo sur. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo peut-être un petit peu plus courte. Je sais pas, ça donne quoi dans le temps. Mais envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com si jamais vous avez des sujets, des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi me rejoindre par Facebook, Twitter. Allez voir ça, c'est Popcorn Mag. Juste à taper Popcorn, P-O-F-C-O-R-N, vous allez trouver automatiquement. Laissez-moi un commentaire aussi dans la page Facebook sur des questions, des commentaires ou n'importe quoi. N'oubliez pas de vous inscrire, le petit piton subscribe, je sais pas il est où exactement là. Si vous écoutez sur le site, il est là ou il est là, je sais plus. Mais cliquez sur subscribe, ça nous ferait tellement plaisir à moi et à toute l'équipe de Popcorn si nos chaînes commencent à avoir un petit peu plus de subscribers. Ça nous donne un petit coup de pouce puis ça nous permet d'en faire un peu plus. Donc merci, salut.